Ce programme vous est offert par Illico Cash. Guerre dans l'Est de la RDC, les manœuvres diplomatiques en cours peuvent-elles résoudre la crise? C'est la grande question qui taraude les esprits alors que les délégations congolaises et rwandaises doivent se rencontrer ce vendredi 2 mai pour discuter d'un possible accord sous la médiation américaine. La solution est-elle dans le dialogue interne ou dans l'accord avec le Rwanda? Les détails dans ce journal. La journée du travail a été célébrée sur fond des revendications des part et d'autre. La question épineuse du paiement des salaires se pose avec acuité en RDC alors que des cas d'impaiement sont signalés au sein même de l'administration publique. Encore des dégâts après le passage des pluies diluviennes à Kinshasa, notamment dans la commune de Ngaliema. Qu'en est-il des mesures conservatoires prises pour stopper cette hémorragie? Un dossier à suivre dans ce journal. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Les pluies diluviennes tombées à Kinshasa lors de la nuit du jeudi à ce vendredi 2 mai ont entraîné plusieurs dommages, y compris des pertes en vies humaines et des destructions matérielles dans divers quartiers. Malgré le rapport de l'Agence nationale des météorologiques et des télédétections par satellite concernant plusieurs averses intenses, les autorités du pays restent silencieuses. Pendant ce temps, l'hôtel de ville de Kinshasa a déjà entrepris la destruction des constructions illégales qui, selon Daniel Bumba, gouverneur de la ville, pourraient aider à prévenir les inondations suite aux précipitations. Des familles se sont tenues debout toute la nuit. Certaines ont dormi à la belle étoile. Des biens ont été emportés et certaines zones ont été inondées. C'est le bilan de ces pluies diluviennes qui se sont abattues dans la capitale. Par exemple, dans les municipalités d'Ngalema, Limete et Mongafula, on a signalé de pertes humaines, des dommages matériels et d'importantes inondations provenant de diverses directions. Quelques habitants de Kinshasa ont rencontré des problèmes de déplacement en raison de routes endommagées. Depuis le mois d'avril, suite à chaque pluie, la capitale semble perdre totalement son caractère distinctif. Les habitants attendent avec impatience des mesures concrètes de la part des autorités qui semblent toutefois ignorer l'essentiel. Selon les constats réalisés sur place, l'une des raisons de ces inondations urbaines serait la rénovation de plusieurs routes à travers la capitale suite à des dégâts ayant ainsi métamorphosé Kinshasa à un véritable chantier. D'après les mesures prises par les gouvernements provinciaux, l'élimination des infrastructures anarchiques est la seule solution à ces problèmes. Ils ont récemment commencé cette action en démolisant les habitations autour de la baie de la commune de Ngalema avec la promesse d'étendre cette initiative à l'ensemble de la ville. Une action qui rapporte pas de réconfort à la population. Cette réalité menace la survie des Congolais, soulignant l'urgence pour les dirigeants d'intervenir sans tarder. Alors que la République démocratique du Congo et le Rwanda sont attendus pour déposer un avant-projet d'accord de paix entre les deux pays après la signature de la déclaration de principe sous l'égide des États-Unis d'Amérique le 25 avril dernier, peut-on s'attendre à un dialogue interne ou à un dialogue direct avec le Rwanda? Quelles sont les chances d'aboutissement de ces deux processus de paix? Élément de réponse dans ce dossier de la rédaction avec Jean-David Kilolo. La crise en République démocratique du Congo, particulièrement dans l'Est, est marquée par des conflits armés impliquant les M23, des tensions régionales avec le Rwanda. La question de privilégier un dialogue interne ou un accord direct avec le Rwanda pour résoudre la crise est complexe, car chaque approche a des mérites et des limites. Parlons par exemple du dialogue interne, avantages et défis. Un dialogue national réunissant le gouvernement, l'opposition, les M23, les communautés locales et la société civile pourrait aborder les causes profondes, tensions ethniques, marginalisation, accès aux ressources et gouvernance. Le modèle de Sun City a montré qu'un tel cadre
peut produire des consensus temporaires. Il permettrait de clarifier des questions internes comme la nationalité et de réduire les divisions politiques exacerbées par les projets des révisions constitutionnelles. En impliquant l'Église catholique, les ONG et les leaders communautaires, le dialogue pourrait gagner un soutien populaire essentiel pour une paix durable. Comme défi, la méfiance entre le président Félix Tshisekedi et l'opposition, ainsi que la répression des manifestations compliquent l'organisation d'un dialogue inclusif. Le président Tshisekedi a rejeté l'idée de négocier avec l'M23, le qualifiant de terroriste, bien qu'il soit récemment plus ouvert sous pression internationale. Le 120 groupes armés dont l'M23 exige une intégration militaire et politique rendent les négociations ardues. Accorder des concessions au M23 risque de légitimer des crimes. C'est que dénoncent des voix comme des mouvements citoyens. La corruption et l'absence d'un État fort limitent la capacité à mettre en œuvre les résolutions d'un dialogue. Deuxièmement, les dialogues directs avec le Rwanda. Le soutien rwandais au M23 confirmé par des rapports de l'ONU est un moteur clé du conflit. Un accord direct pourrait exiger les retraits du M23 et la fin de cette ingérence, comme prévu dans la déclaration des principes du 25 avril 2025. Les négociations bilatérales soutenues par les États-Unis et l'Union africaine sont plus rapides à organiser qu'un dialogue interne multipartite. La déclaration de Washington montre une volonté de coopération économique qui pourrait inciter Kigali. Des accords comme celui de Lusaka ont particulièrement réduit les tensions en impliquant des voisins. Dialoguer avec le Rwanda a comme défi. Les relations entre le président Tshisekedi et Kagame sont marquées par une défiance extrême. Le Rwanda nie son soutien au M23 et la RDC est accusée de collaborer avec le FDLR. Malgré la déclaration des principes, les combats persistent au nord et sud Kivu. Et le Rwanda n'a pas retiré son soutien au M23. Sans mécanisme de vérification robuste, un accord risque d'être inefficace. Un accord bilatéral ne résout pas les problèmes internes de la RDC qu'alimentent les conflits. Il pourrait aussi être perçu comme une capitulation face au Rwanda, affaiblissant politiquement le pouvoir en place. Les deux approches ne s'excluent pas. Un accord avec le Rwanda pourrait désamorcer les tensions immédiates, tandis qu'un dialogue interne construirait une paix durable en traitant les griefs locaux. Direct avec le Rwanda est plus rapide pour réduire l'escalade militaire, mais un dialogue interne est indispensable pour une paix durable, en traitant les causes profondes. Une stratégie combinée soutenue par une pression internationale et des réformes internes maximiserait les chances de succès. Poursuivant ce journal pendant ce temps, les forces vives politiques, membres de l'opposition et de la résistance, dont notamment Joseph Kabila Kabange, ont haussé le ton face à la crise politique et sécuritaire qui sévit en République démocratique du Congo. Les signataires de cette déclaration commune ont appelé à un dialogue interne en soutenant l'initiative de la SEMCO et les CC avant de mettre en garde le pouvoir en place contre la mauvaise gouvernance. Cette déclaration commune qui intervient à la veille du sommet prévu à Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda est présentée au nom des forces politiques, membres de l'opposition et de la résistance congolaise. Dans un message d'au moins 3 pages, le parti SID Ensemble pour la République envole les fronts communs pour les Congo ont noté avec satisfaction la réaffirmation dans la déclaration des principes de Washington du 24 avril 2025 du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chaque État, du respect des frontières territoriales établi conformément à la Charte des Nations Unies et de l'Union africaine, ainsi que de l'engagement par les signataires à la non-agression et à la non-ingérence dans les affaires intérieures de l'autre partie. Selon eux, l'intégration économique sous-régionale doit s'opérer dans le respect tant de la souveraineté permanente de chaque pays sur ses richesses et ses ressources naturelles que de la sauvegarde des intérêts économiques respectifs dans les développements et l'organisation des chaînes des valeurs et d'approvisionnement. Entre les lignes, les signataires exigent le retrait
pénétrer du territoire congolais de toutes les forces étrangères ainsi que des mercenaires afin de créer des conditions optimales pour le règlement des différends qui opposent les Congolais par les Congolais eux-mêmes. Kabila, Fayulu, Katumbi et Sesanga ont réitéré leur détermination à œuvrer ensemble pour une solution durable à la crise, permettant de rétablir la cohésion nationale et la démocratie, de rendre son indépendance à la justice et de mettre rapidement fin au calvaire de leurs compatriotes dans l'Est ainsi que dans toutes les autres régions du pays. Selon ces acteurs politiques de l'opposition, un dialogue interne est indispensable pour permettre aux Congolais d'identifier les causes profondes internes et externes de la crise et de lui trouver des solutions pérennes. Ils réaffirment cependant leur soutien à l'initiative conjointe Senko et CC. Et puis le ministre des Finances, Doudou Fwamba, a appelé les travailleurs et fonctionnaires qui sont en retard de paiement de passer dans les banques commerciales respectives car les fonds ont été envoyés pour ceux de Goma et Bukavu. Il leur demande d'utiliser les mobile money. À l'occasion de la journée du 1er mai, les syndicats nationaux des financiers interpellent le gouvernement au respect des engagements pris. À l'occasion de la fête du travail célébrée le 1er mai 2025, le ministre des Finances Doudou Fwamba a adressé un message réconfortant aux travailleurs de la République démocratique du Congo sur son compte X, mettant en avant les efforts du gouvernement pour garantir une paye régulière et transparente des agents et fonctionnaires de l'État. Pour Doudou Fwamba, il n'y a eu aucun retard de la paye. Les fonds ont été transférés aux banques commerciales dans les délais, saluant la volonté du gouvernement de rompre avec les scandales des détournements et des corruptions. Il a tenu à rappeler que, malgré la transmission tardive des états liquidatifs, les enveloppes ont été remises aux établissements bancaires le 30 avril 2025. L'Argentine nationale a également félicité les militaires et policiers qui, pour le deuxième mois consécutif, ont perçu leur salaire doublé, conformément aux engagements pris par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nos vaillants éléments des FARDC et de la PNC sont honorés. Leur sacrifice mérite reconnaissance, a-t-il insisté. À Kinshasa, comme dans les provinces, la mobilisation des services financiers a permis une ponctualité inédite dans les paiements. Doudou Fwamba a précisé que les agents des administrations centrales ont été payés avant la fin du mois d'avril. Ceux qui n'ont pas encore perçu leur salaire sont invités à se rendre dans leur banque, les fonds y étant déjà disponibles, a-t-il rassuré. Attentif à la situation dramatique dans l'est du pays, le membre du gouvernement souminois a adressé un message de solidarité aux fonctionnaires de Goma et Bukavu. Les rémunérations sont envoyées comme partout ailleurs. Nous vous recommandons d'utiliser les mobile money ou de vous rendre à Beni, Butembo ou Vira, a-t-il conseillé. Cette régularité instaurée depuis juin 2024 à l'exception du mois de janvier 2025 pour raisons techniques liées à la mécanisation du premier trimestre reflète, selon le ministre des Finances Doudou Fwamba, la vision du chef de l'État d'assurer les bons fonctionnements des institutions par le respect des engagements envers les agents publics. Doudou Fwamba a également tenu à distinguer les vrais fonctionnaires de l'État de ceux qu'il qualifie d'agents virtuels des réseaux sociaux, soulignant l'importance de célébrer le travail dans sa dimension réelle et productive. Le conseiller du gouvernement en matière financière a réaffirmé l'engagement du pouvoir public à poursuivre la modernisation de la gestion salariale et a souhaité une bonne fête du travail à tous les travailleurs de la RDC, en particulier ceux qui participent activement à l'offre des services publics. Et puis un mot de l'économie dans ce journal. Sachez que les prix d'une tonne de cuivre produit d'exportation de la République démocratique du Congo a enregistré une hausse de 1,05% sur les marchés internationaux selon la mercuriale du ministère du Commerce extérieur, une progression aux bénéfices économiques. Mais est-ce que la RDC profite-t-elle de cette hausse? Les détails dans ce commentaire. Ces variations ont-elles un impact direct sur l'économie congolaise? Une préoccupation pertinente, la République démocratique du Congo, deuxième producteur mondial de cuivre métal, voit le prix d'une tonne de son potentiel en hausse de 1,05% à l'international. Pays fortement dépendant des exportations des matières premières, notamment dans le secteur minier,
Quel bénéfice face à ces mouvements enregistrés? Est-il gagnant-gagnant ou bien la balance est en décadence au détriment de la nation? Toute une liste de questions, surtout face à la situation sécuritaire préoccupante à l'est du pays, sujet au centre du débat ou même les minéraux émis sur table. Toutefois, les statistiques du cuivre, produit phare des exportations en RDC, dans sa progression sur les marchés internationaux, de par les données publiées lundi dernier par les ministères du Commerce extérieur, la tonne du cuivre se négocie à 9,204,00 $ pour la période du 28 avril au 3 mai, marquant une hausse de 1,05% par rapport à la semaine précédente. La hausse, la baisse et la stabilité des prix des produits miniers marchands, agricoles et menus forestiers sont consécutifs à l'offre et à la demande sur les marchés internationaux ainsi qu'à la chaîne d'approvisionnement. Cette reprise confirme une tendance haussière entamée la semaine précédente après la chute notable du 14 au 19 avril où les prix avaient plongé de 9,710 $ à 8,889 $. Ces fluctuations illustrent la volatilité des marchés mondiaux des matières premières largement influencées par la dynamique de l'offre et de la demande, mais aussi les tensions géopolitiques et les perturbations de la chaîne logistique mondiale. Et on va suivre à présent cette déclaration des jeunes leaders de l'Ituri contre un jeu qu'ils attribuent aux rebelles qui montent des dossiers judiciaires pour faire peur, nuire et frustrer des magistrats déterminés dans la lutte contre les criminalités et l'anéantissement des mouvements insurrectionnels en Ituri. Ces jeunes leaders demandent au ministre de la Justice de protéger tous les magistrats attachés à son principe, de mettre fin à la promotion de l'impunité. Nous, jeunes leaders de l'Ituri, avons lu dans les réseaux sociaux de plaintes initiées par un certain Maître Bahati Kojo qui poursuit les dossiers des chefs rebelles de différents mouvements insurrectionnels en Ituri. Nous constatons avec regret que Maître Bahati Kojo, notre frère iturien, est le plus visible dans l'affaiblissement de la justice en posant des actes qui font la promotion de l'impunité. Nous nous posons la question sur la coïncidence qui fait que les seuls avocats, Maître Bahati Kojo, soient souvent les plus utilisés dans les procès de défense des rebelles ituriens condamnés ou évadés de la justice. Nous demandons au ministre de la Justice, Constant Mutamba, de protéger tous les magistrats qui sont attachés à son principe de mettre fin à la promotion de l'impunité. Nous demandons la cession immédiate de ce dossier bidon initié par les chefs rebelles Barak et Ahmed Oumar Mahon contre le magistrat colonel Kumbu. Nous demandons au baron des avocats de l'Ituri, à l'auditorat général et à la haute cour militaire d'ouvrir un dossier judiciaire et disciplinaire contre Maître Bahati Kojo qui se distingue dans la campagne de nuisance en publiant tous les dossiers judiciaires initiés contre le magistrat Kumbu, l'opérateur économique notable Kenda et tous les opérateurs du gouvernement militaire de l'Ituri. Nous mettons en garde ceux qui veulent coller l'opérateur Odou Kenda au dossier dont il n'est même pas concerné au motif de lui nuire suite à son engagement dans la recherche de la paix derrière les chefs de l'État. Et puis en dehors de nos frontières, à quelques mois d'une présidentielle sous haute tension, la Côte d'Ivoire s'enfonce dans une crise politique préoccupante. L'exclusion des plusieurs figures de l'opposition, dont Tidjane Tian et Guillaume Soro, alimente les accusations de dérive autoritaire et fait craindre une nouvelle flambée des violences électorales. À quelques mois de l'élection présidentielle prévue en octobre, la Côte d'Ivoire s'enlise dans une crise politique grandissante. Plusieurs figures majeures de l'opposition ont été exclues du processus électoral, provoquant l'indignation de leurs partisans et nourrissant les inquiétudes quant à la transparence du scrutin. Parmi les exclus figure Tidjane Thiam, présidente du Parti démocratique de Côte d'Ivoire,
et ancien ministre radié de la liste électorale par la justice ivoirienne. Les autorités estiment que l'acquisition de la nationalité française en 1987 lui aurait fait perdre automatiquement sa nationalité ivoirienne, condition pourtant indispensable à toute candidature. L'exclusion des Thiam a suscité des protestations, bien que la mobilisation populaire reste timide. Une marche organisée par le PDCI à Abidjan le 24 avril n'a rassemblé qu'environ 200 personnes, relevant les difficultés de l'opposition à mobiliser efficacement. Guillaume Soro, ancien Premier ministre en exil, est lui aussi hors course en raison d'une condamnation par contumace à la perpétuité pour atteinte à la sûreté de l'État. Depuis l'étranger, il dénonce une dérive autoritaire assumée du régime en place qu'il accuse de verrouiller le processus démocratique. L'ancien président Laurent Gbagbo et son ancien premier ministre Charles Blé Goudé, tous deux frappés par des condamnations judiciaires antérieures, ne peuvent non plus se présenter. Leurs partisans y voient une stratégie de neutralisation politique orchestrée par le pouvoir. Face à cette série d'exclusions, plusieurs partis d'opposition ont annoncé la retrait de la commission électorale indépendante qu'ils jugent partiale. Les climats politiques s'étendent donc dangereusement à mesure que la date du scrutin approche, faisant redouter un regain d'instabilité dans un pays encore marqué par les violences, crise post-électorale de 2010 et 2020. Alors que le président sortant Alassane Ouattara reste discret sur ses intentions, la communauté internationale observe avec préoccupation cette montée des tensions. Beaucoup appellent à un dialogue politique inclusif afin d'éviter que le scrutin d'octobre ne soit entaché de violences ou de contestations majeures. Et puis cette question, est-ce que le Mali tend vers la fin de la démocratie? Ce mercredi, les autorités de la transition malienne ont adopté un projet de loi en Conseil des ministres pour abroger la charte des partis politiques et proposent de prolonger la présidence du général Assimi Goïta pour 5 ans renouvelables. Ces décisions prises par le gouvernement doivent être validées par le chef de l'État et mises en œuvre. C'est une annonce qui suscite beaucoup d'inquiétudes de la classe politique malienne. Plusieurs recommandations ont été formulées à l'issue des travaux des forces vives de la nation qui se sont clôturés ce mardi en l'absence de nombreux partis. Parmi ces recommandations figurent notamment la dissolution des partis politiques, le durcissement des créations des partis politiques, la suppression du statut des chefs de file de l'opposition et le maintien à la présidence du général Assimi Goïta pour encore 5 années renouvelables. En tout, le changement majeur est en cours. Ces recommandations doivent être officiellement validées par les chefs de l'État et mises en œuvre. Le gouvernement a déjà validé une partie de ces recommandations après l'adoption mercredi soir d'un projet de loi en Conseil des ministres pour abroger la loi de 2005 sur la charte des partis politiques. Au cours de ces travaux, les délégués sont allés au-delà de leurs prérogatives. Ils ont proposé, en prime, aucune élection jusqu'à la pacification du pays alors que le Mali est en guerre depuis plus de 15 ans déjà. Ce jeudi, les partis politiques du pays se réunissent pour déterminer la marche à suivre pour contrer la dissolution des partis, mais également les recommandations qui doivent permettre d'y rester sans organiser d'élections. Autre chose à présent, les travaux de Kinshasa Arena avancent à pas de tortue malgré sa reprise au mois de décembre 2024. Ce ralenti inquiète plusieurs Congolais qui attendent impatiemment la livraison de cette infrastructure qui devrait accueillir des compétitions internationales. À l'allure où évoluent les choses, est-ce qu'il y a risque de voir les travaux de Kinshasa Arena s'arrêter de nouveau? Tentative de réponse dans ce dossier de Christian Boukaya. Les travaux de Kinshasa Arena continuent de piétiner alors que ceux-ci ont repris en décembre dernier après plusieurs mois d'arrêt. Alors que le gouvernement avait décidé de tourner la page et de refinancer l'entreprise turque, malgré les soupçons sur le détournement de fonds, rien de grave n'a été fait sur terrain. Le chantier est encore en lambeaux, visiblement les travaux avancent à pas de tortue ou presque pas. Ce qui suscite de nombreuses interrogations. Pourtant, lors d'une visite au mois de décembre 2024, le ministre des Finances avait rassuré l'opinion quant à la réalisation de ces projets, étant un engagement du président de la République qui tenait à offrir à la jeunesse des infrastructures capables d'accueillir des compétitions internationales.
Après le raté de 2024, Milvest avait promis de livrer cette infrastructure à la République au mois de septembre de cette année. Est-ce que cela sera possible? Au regard de l'évolution des travaux, ne va-t-on pas retomber dans les mêmes erreurs et demander quelques mois supplémentaires pour livrer cet ouvrage? Et si les erreurs de 2024 se répètent, est-ce que Kinshasa Arena ne restera pas un éléphant blanc? Voilà les interrogations qui taraudent les esprits des Congolais impatients de voir Kinshasa Arena dans sa nouvelle robe. Selon les analystes avisés, le peu d'argent que le gouvernement avait donné à Milvest pour relancer complètement les travaux, les créanciers sont venus soutirer chacun sa part et voilà Milvest de nouveau au pied du mur. Bien que l'accès ait été refusé à Télé 50, des témoins sur place ont rapporté off the recorder qu'un marigot s'est créé à l'intérieur et des grues sont abandonnées, des signes moins rassurants qui laissent planer le doute sur l'arrêt définitif des travaux de Kinshasa Arena. Pour rappel, Kinshasa Arena devrait avoir une capacité de 20 000 places assises, ce qui va contribuer à l'éclosion de certains talents sportifs, voire culturels, qui auront la chance de se produire à domicile. Et puis cette triste nouvelle, sachez que Télé 50, votre chaîne est en deuil. Elle a perdu hier soir l'un de ses agents au nom de Rigen Lunga, de suite d'une courte maladie. Âgé d'une trentaine d'années, marié et père de famille, Rigen Lunga faisait partie de l'équipe du montage et aura servi la chaîne panafricaine pendant à peu près 7 ans. Que son âme repose en paix. Je vous rappelle tous les titres. Guerre dans l'est de la RDC, les manœuvres diplomatiques en cours peuvent-elles résoudre la crise? C'est la grande question qui taraude les esprits alors que les délégations congolaises et rwandaises doivent se rencontrer ce vendredi pour discuter d'un possible accord sous la médiation américaine. La solution est-elle dans le dialogue interne ou dans l'accord avec le Rwanda? Vous avez suivi un dossier de presse dans ce journal. La journée du travail a été célébrée sur fond de revendications des part et d'autre. La question épineuse du paiement des salaires se pose avec acuité en RDC, alors que des cas d'impaiement sont signalés même au sein de l'administration publique. Encore des dégâts après le passage des pluies diluviennes à Kinshasa hier, notamment dans la commune de Ngaliema. Qu'en est-il des mesures conservatoires prises pour stopper cette hémorragie? Vous avez suivi un dossier dans ce journal. Place à la revue de presse. C'est l'heure de la revue de presse et c'est avec Joël Isilona qui va me rejoindre sur ce plateau et à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Christa Kalonji, bonjour également à tous ceux qui nous suivent de partout. Alors 2 sujets à la une, le premier d'abord, Kabila veut un dialogue sous l'égide de la SEMCO et les CC. Christa Kalonji, la plupart des journaux parus ce vendredi dans la capitale congolaise s'intéressent à la déclaration commune que les mentors de l'opposition, dont Joseph Kabila, Martin Fayoulou et Moïse Katumbi ont signé en faveur du retour d'une paix durable dans l'est de la RDC, débutant avec Congo Nouveau, qui révèle que Martin Fayoulou, Moïse Katumbi et Deli Sesanga, Joseph Kabila également, ont noté avec satisfaction la réaffirmation dans la déclaration de principe de Washington du 25 avril dernier du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chaque État et du respect des frontières établies conformément à la Charte des Nations Unies et de l'Union africaine, ainsi que de l'engagement des signataires à la non-agression et à la non-ingérence dans les affaires intérieures et autres parties. Cependant, les signataires de ce document, souligne ce journal, veulent aller plus loin et exigent un dialogue national inclusif sous l'égide de la SEMCO et CC. Et dans la même logique, Africa News note que ce dialogue devrait permettre d'identifier les causes profondes, internes et externes de la crise et de lui trouver des solutions pérennes en vue de rétablir la cohésion nationale et la démocratie.
Et selon le journal Le Quotidien, le leader du PPRD, SID, Envol et Ensemble pour la République lance un appel aux responsables d'autres initiatives majeures prônant le retour d'une paix durable en République démocratique du Congo. Et puis ce sujet à la une également, Joël, crainte des bradages des minéraux du pays, le deal minier de Tshisekedi et Trump très surveillé. Christa Kalonji pour jeuneafrique.com, si les contours de ce deal favorisé par Donald Trump sont flous, il suscite des inquiétudes dans la classe politique congolaise qui craint que le président Félix Tshisekedi brade les ressources du pays. Et justement, la réponse du gouvernement par rapport à ce deal est à lire dans Africa News où, en croire le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, il n'y aura pas de congestion ni des bradages comme certains tentent de le faire croire. Il est plutôt une question de faire des études pour promouvoir des projets intégrateurs. Et on va clôturer avec le journal Ouragan qui affirme que la mise au point du porte-parole du gouvernement vient couper court aux rumeurs sur un quelconque bradage des minerais congolais face aux nombreuses zones d'ombre. Mouyaya a donc apporté de la lumière nécessaire pour dissiper les malentendus et rassurer l'opinion publique. Voilà qui met fin à notre revue de presse de ce vendredi. Joël, je vous remercie de votre présentation. C'est moi qui vous remercie. Voilà, messieurs, merci à vous tous de nous avoir suivis. Ce journal est complètement terminé. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cb. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.